Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Et les travaux délibératoires de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se sont ouverts hier à Addis Abeba. Donald Trump a fait part de son immense respect pour la première ministre britannique. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu demain à Addis Abeba pour participer aux travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue dimanche et lundi dans la capitale éthiopienne. Placé cette année sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique », le numéro 1 djiboutien aura des rencontres bilatérales avec les chefs d'État et de gouvernement des pays africains, outre sa participation aux différentes réunions qui entrent dans le cadre du sommet de l'UA. En plus de l'examen de la thématique principale relative à la lutte contre la corruption, le sommet de l'Union africaine se penchera sur un ensemble de questions stratégiques pour l'Union, en particulier l'état de la paix et de la sécurité dans le continent. Parallèlement aux autres questions inscrites à l'ordre du jour, les chefs d'État et de gouvernement africains auront notamment à désigner un nouveau président pour l'organisation continentale, ainsi que l'ensemble des responsables des commissions statutaires. Et justement, les travaux délibératoires de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se sont ouverts hier à Addis Abeba avec la participation des ministres des Affaires étrangères et des membres de l'organisation. Lors de sa 32e session, le Conseil exécutif de l'Union africaine a examiné 2 jours durant les rapports du comité des représentants permanents de l'Union africaine, du président de la Commission africaine pour la période de janvier à décembre 2017, ainsi que les rapports des comités du Conseil exécutif et des comités ad hoc. Il aura aussi donc l'examen des projets d'instruments juridiques et le projet d'ordre du jour de la 30e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Il procédera par ailleurs à l'élection de 10 membres du Conseil de paix et de sécurité pour un mandat de 2 ans. Cette élection devra marquer l'un des moments forts de ce sommet africain. Le Conseil exécutif a étudié par ailleurs les projets donc de décision et de déclaration qui ont été soumis pour adoption par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Djibouti a été représenté lors de la séance d'ouverture de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine par Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Mohamed Idriss Falah. Retour à Djibouti où le ministère de l'Intérieur a entamé les préparatifs du scrutin législatif et de ce processus électoral depuis un certain temps. Les différentes parties aux coalitions ont déposé ce matin les listes de leurs candidats aux élections législatives du 23 février prochain. Et en premier, c'est le président de la coalition UMP qui a déposé la candidature de son parti, accompagné d'une forte délégation. Ce dernier s'est rendu au siège du ministère de l'Intérieur pour le dépôt de la déclaration de candidature. Le dossier de cette candidature a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, l'autorité chargée de réceptionner les dossiers des candidats à l'élection législative. Après donc vérification, vérification donc des actes et documents composant ce dossier, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le parti remplissait bien l'ensemble des conditions requises, remettant aussitôt le récépissé ayant valeur de preuve quant au dépôt du dossier de candidature de la coalition UMP à l'élection législative prévue le 23 février prochain.
Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, à mon tour, j'ai l'honneur de vous remettre, conformément à la loi, à l'article 37, alinéa 2 de la loi organique numéro 1 à N 92 du 25 octobre 1992, les récépissés provisoires de dépôt des listes. Ali Savier. Atta. Dikil. Djiboutibile. Oba. Et Tadjoura. Et par la suite, c'était au tour du président du parti CDU, Harun Guedi, qui a déposé la candidature de son parti, accompagné d'une forte délégation. Ce dernier s'est rendu au siège toujours du ministère de l'Intérieur pour le dépôt de la déclaration de candidature. Le dossier de cette candidature a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, qui est donc autorité chargée de réceptionner les dossiers des candidats à cette élection donc législative. Et après vérification des actes et documents composant ce dossier, le ministre a indiqué que le parti remplissait bien l'ensemble des conditions requises et a remis aussitôt le récépissé ayant valeur de preuve quant au dépôt du dossier de la candidature. Bien, 2 de la loi organique numéro 1 à N 92 du 29 octobre 1992 relatif aux élections, un récépissé provisoire des dépôts des listes des candidatures pour la région Adi-Sévier. Merci, monsieur le ministre. Votre honneur. Et par la suite, l'Union pour la démocratie et la justice, l'UDJ, a ensuite procédé au dépôt de la candidature de ce même parti. Une forte délégation conduite par la présidente du parti, Leïa Ismaël Guedi, s'est rendue au sein du ministère de l'Intérieur pour déposer donc la déclaration de candidature. Le dossier de cette candidature a été officiellement remis toujours au ministre de l'Intérieur, et après avoir vérifié les actes et les documents de ce dossier, Hassan Omar a indiqué que le parti remplissait bien l'ensemble des conditions requises et a remis aussitôt le récépissé ayant valeur de preuve quant au dépôt du dossier. Djibouti. Tadjoura. Madame. À mon tour, Madame Leïa, j'ai l'honneur de vous remettre les récépissés conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi organique numéro 1 AN 92 du 29 octobre 1992 relatif aux élections, les récépissés provisoires des dépôts des listes de candidatures pour les élections législatives du 23 février 2018 pour la circonscription électorale de la ville de Djibouti. Permettez-moi également, Madame Leïa, de vous remettre le récépissé provisoire de dépôt des listes de candidatures pour les élections législatives du 23 février 2018 pour la circonscription électorale de Tadjoura. Et enfin, l'Alliance républicaine pour le développement de la région de Tadjoura a déposé la candidature du parti. Une forte délégation conduite par Hassan Mohamed Hassan s'est rendue au ministère de l'Intérieur pour le dépôt de la déclaration de cette candidature. Le dossier donc a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur, et après avoir vérifié les actes et documents composant ce dossier, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le parti remplissait bien l'ensemble des conditions requises et leur a remis par la suite le récépissé provisoire. Au nom du parti Ayat.
conformément à l'article 37, alinéa 2 de la loi organique numéro 1 AN 92 du 29 octobre 1992 relatif aux élections, j'ai l'honneur, M. Hassan Mohamed Hassan, de vous remettre un récépissé provisoire des dépôts des listes des candidatures pour les élections législatives du 23 février 2018 pour la circonscription électorale de Tadjoura. Et pour nous en dire plus sur cette échéance électorale de février 2018 qui revêt une importance particulière, Samatal Siri est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samatal. Bonsoir Asma. Eh bien alors cette échéance Samatal suscite l'enthousiasme et l'engouement de la population en fait et la promulgation d'une loi. Eh bien c'était une loi que l'Assemblée nationale avait adoptée fin janvier dernier, janvier plutôt, une loi qui stipule à 25% des femmes, avant c'était 10%, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler les partis politiques qui sont en lice et qui regroupent des 4 partis concours à ces élections. Mais il faut savoir, Asma, que la bataille électorale va se dérouler principalement dans 3 régions. D'abord, il y a la capitale où 2 listes sont en lice. En effet, l'UMP, l'Union pour la majorité à présidentielle, et l'UDJ ainsi que le PDD. 2 partis coalisés à l'occasion de cette élection vont se départager les 35 sièges que compte la capitale. La deuxième région, Asma, où l'élection reste serrée, c'est la région d'Ali Sébié, où concourent là également 2 listes, à savoir le CDU et le Centre démocratique unifié et la liste de l'UMP qui vont se départager 6 sièges qui totalisent cette région. Mais le point le plus chaud, Asma, reste la région de Tadjoura, où la bataille électorale sera la plus serrée. En effet, les Tadjouriens auront les choix les plus larges, tout le pays, avec 3 listes qui vont concourir dans cette région. Il s'agit d'Asma, la liste de l'UMP, la liste du l'UDJ, PDD et la liste du ARD. Tadjoura sera ainsi la région la plus convoitée, alors que 3 régions restantes, à savoir Arta avec 3 sièges, Obok avec 4 sièges, Dikil avec 11 sièges, se présentent uniquement avec la liste de l'UMP, ce qui fait que la bataille électorale sera moins rude que prévu. Merci Samatal Siri pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a visité hier dans la matinée le village d'Aluli, près de Bandara, donc une localité située dans la région de Dikil. Et donc il a visité le site de prospection d'or et des pierres précieuses. Accompagné d'une forte délégation, le ministre a visité les différents lieux, Bandara, Oklila, de prospection donc des minéraux dans des mines d'or et des diamants qui sont à la phase de recherche et d'exploration. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par la population de cette localité qui se situe à 13 km du chef-lieu, dans Gadadé. Youssouf Gohar, il a été accueilli donc par le chef de village, Youssouf Gohar Cheikho, et le lieutenant Ali Hamadou Ali, et ont eu un bref entrevue avec le ministre. Donc ces derniers ont exposé leurs difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, à savoir la sécheresse et le changement climatique qui ont des répercussions sur les bétails. Le prospect d'Okilila fut découvert durant une mission de reconnaissance aéroportée en février 2012. Il gît sur le permis d'exploration de cette localité, un des 12 permis où Tanis Traex Djibouti effectue ces opérations. Les programmes de forage donc sont exclusivement des forages de diamants. En début de cette année, donc 2018, Tanis Traex Stratex Djibouti comptabilise déjà plus de 4000 mètres des carottes extraits et entrepris sur le site. Cette société, dirigée par Mme Dikla Aden Ousmane, travaille sur le site depuis 2 ans et emploie quelques habitants de cette localité. Des géologues djiboutiens travaillent sur le site, ils collaborent avec la société et font des stages sur le site. Ainsi, quelques 2400 échantillons furent prélevés et étudiés juste sur le permis d'Oklila, répartis entre l'échantillonnage de surface et des carottes de forage. Le ministre est accompagné du secrétaire général du département, Mohamed Kadil, et du directeur des ressources humaines, Aden, et aussi de la directrice de ce projet, Mme Dikla Aden Ousmane. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a refait
une brève présentation de ce projet qui aura une capacité à servir plusieurs milliers de personnes dans les années à venir. Nous sommes venus à Okulila pour d'abord voir Debussy et constater nous-mêmes les travaux qui sont en cours sur le site d'Okulila et principalement sur la chaîne de montagne de Pondora que nous sommes sur place maintenant. Vous voyez que les travaux avancent et la société Calistratex continue sa phase d'exploration. Je dirais que les travaux d'exploration sont en phase très avancée et nous constatons nous-mêmes sur les sites, leurs sites en plus bas que nous avons vu déjà les échantillons en place qui vont partir pour être analysés, mais aussi nous sommes aujourd'hui sur les forages, un des nombreux forages de la société. Donc nous sommes confiants de l'exploration faite par la société Calistratex qui travaille en étroite collaboration avec les ministères de l'énergie, chargés des ressources naturelles, mais aussi j'ai été surpris de constater aussi que l'impact environnemental et l'impact aussi socio-économique de la zone auquel toute la population avoisinante et vivant sur la chaîne de montagne de Kulila, mais aussi sur la vallée des Gagadé, bénéficie en urgence avec la petite, je dirais, unité de soins destinés pour la population, mais aussi pour les travailleurs de la société Calistratex qui, notant un infirmier sur place et soigne les habitants de toutes les localités avoisinantes, mais aussi laisse beaucoup d'emplois générés par la société Calistratex, je peux vous le dire, et c'est très encourageant. Je félicite d'abord la société Calistratex et j'en suis fier pour qu'au moins notre population bénéficie des premiers emplois pour sa phase d'exploration de ces forages d'exploration des mines d'or. Santé dans le reste de l'actualité où le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehouki, reçoit le représentant de l'OMS, M. Ja'far Jalal, pour une importante réunion de travail dans son cabinet ministériel. Cette réunion avec l'OMS s'est déroulée en présence des nombreux directeurs d'établissements sanitaires et de cadres supérieurs du département de la santé afin de revoir ensemble le plan de travail de cette année. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'améliorer davantage l'implication de l'Organisation mondiale de la santé pour booster les indicateurs de performance dans les domaines tels que l'acquisition des équipements, l'achat des médicaments, le renforcement des compétences des ressources humaines et enfin le développement et l'amélioration du système national d'information sanitaire. À ce sujet, le ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement djiboutien accorde une attention capitale sur ces 4 axes prioritaires de la politique de développement sanitaire telle que définie dans la feuille de route du chef de l'État. Le ministre de la Santé a par ailleurs souhaité que tous ces objectifs fixés soient atteints à terme et dans les meilleures conditions possibles. Ces différents programmes préconisés par l'OMS pour le courant 2018 constituent de priorités cardinales dont dépend énormément le succès de la politique sanitaire mise en œuvre par le gouvernement. Et ces échanges entre le cabinet du ministère de la Santé et l'OMS a permis d'élaborer le plan de travail annuel définitif pour le compte de 2018 et de mettre en exergue les priorités du ministère de la Santé. Et dans un entretien, le représentant de l'OMS, Ja'far Jalal, a réitéré la disponibilité de l'OMS pour accompagner ainsi et soutenir la politique sanitaire de Djibouti. Nous l'écoutons. L'OMS ne travaille pas seul. Il y a la nouvelle BNI 2018-19 qui a déjà commencé au début du mois de janvier et on a beaucoup de projets à faire ensemble. Donc cette rencontre aujourd'hui avec Monsieur le ministre et les équipes était très essentielle et nécessaire pour faire démarrer tous les projets et se mettre d'accord sur le timeline, le calendrier et comment exécuter le projet à Et également dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, s'est rendu dans la matinée d'hier dans le village millénaire de Daas Bio pour donc procéder à l'inauguration de 2 forages d'adduction d'eau potable. À son arrivée, le ministre, accompagné par le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Abri Achoué, a été accueilli par les notables et les habitants des lieux.
Cette inauguration s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti. Il faut savoir aussi que ce projet bénéficie du soutien financier de la Banque islamique de développement. Eh bien, les représentants du village et ses alentours se sont réjouis et exprimé leur satisfaction suite à la réalisation d'infrastructures hydrauliques rurales leur fournissant de l'eau potable en permanence. Et le ministre a déclaré pour sa part que Daas Bio et ses habitants ont longuement patienté pour jouir des acquis des projets sociaux de ce genre. Il a exhorté aux villageois qu'il est temps de se tourner vers la terre. Le seul élevage traditionnel de bétail ne vous permettra pas, selon le ministre, d'améliorer vos conditions de vie, faute de troubles climatiques qui engendrent des sévères sécheresses, a-t-il déclaré. Et pour cela, mon département, a-t-il dit, est prêt à vous apporter le soutien nécessaire pour fortifier vos efforts personnels. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé ce matin au lancement officiel de la 4e édition du championnat scolaire de la saison sportive 2017-2018. Une importante cérémonie riche en couleurs a été organisée à cette occasion dans l'enceinte de l'école de Balbalasset et on prépare à cet événement plusieurs hauts cadres du ministère ainsi que des enseignants de différents établissements scolaires. Ce lancement de la saison sportive et qui est une initiative du ministre de l'Éducation nationale, a vu des rencontres d'ouverture se dérouler successivement dans les différents établissements scolaires de l'enseignement de base, à savoir l'école Balbalasset, l'école Annexe 1, ainsi que l'école de quartier 6. Écoutez le directeur de l'enseignement, Abdelkader Guidé, qui met l'accent sur l'importance du bon déroulement de ce championnat scolaire. Et également, ce qui est nouveau également, c'est que les élèves de tous les établissements participent à ce match, à ces rencontres sportives, et l'enfant est pris en charge pour que déjà il se prépare à l'avenir dans les activités sportives. Et c'est là également que va se faire la détection des meilleurs talents du sport scolaire. Donc c'est une nouveauté grâce au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui veille à ce que l'enfant non seulement il bénéficie d'un apprentissage de qualité, mais également d'un développement physique avec le sport scolaire. Et ça, c'est une réussite pour les écoles primaires. Et passons à présent à ce qui domine l'actualité dans les régions de l'intérieur. Hier matin, une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed Ahmed Hassan, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, a procédé à l'inauguration des antennes de l'UNFD dans les localités de Hamad Jaga et de Laïta, situées dans la région d'Arta. La cérémonie d'inauguration avait la présence de nombreuses personnalités, dont notamment le préfet de la région d'Arta, Abdelhaïd El-Alouki, le président du conseil régional, Elmi Bouh, ainsi que les leaders communautaires et les populations locales. À son arrivée sur les lieux, la ministre a reçu un accueil des plus chaleureux venant des populations des deux localités respectives, qui s'est mobilisée en masse. Les femmes ont pris la parole à tour de rôle pour exprimer leur satisfaction pour cette initiative et ont assuré d'en profiter au maximum. Elles ont aussi remercié la première dame, Khadra Mohamed Haïd, pour son engagement au profit des femmes rurales. La journée s'est clôturée par l'équipement et l'inauguration des antennes par des matériels d'autonomisation. La ministre de la Femme et de la Famille a dans son intervention remercié les habitants pour l'accueil et a rappelé l'objectif principal de ces antennes. Selon la ministre, elle offre aux femmes un lieu de rencontre, de concertation, mais aussi un espace pour suivre diverses formations. Et je vous emmène à Tadjoura cette fois sous le haut patronage de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden. L'agence djiboutienne de développement social a organisé hier une cérémonie d'octroi des fonds pour le deuxième cycle au lycée technique de Tadjoura, et ce dans le cadre des activités du projet promotion d'emploi des jeunes et de l'artisanat. Eh bien, la cérémonie a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, Omar Hassan Hussein, du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama,
et du chef du projet Eid Mohamed Abdillahi. Quelques 87 personnes ont donc bénéficié de 29 projets, soit 14 projets à Randa et 8 à Adailou et 7 projets à Tadjouraville, à hauteur de 400 000 francs par projet, réalisé avec l'appui du Fonds monétaire japonais pour le développement social et administré par la Banque mondiale. Le projet de promotion de l'emploi des jeunes de l'artisanat a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Le projet prévoit également une formation de base sur l'entrepreneuriat, un concours de micro-projets et un appui aux femmes artisanes dans le domaine de la production jusqu'au domaine de la commercialisation. L'agence djiboutienne de développement a mis sur pied une stratégie de sortie de la pauvreté et de faciliter l'octroi au financement pour au moins 3000 jeunes hommes et femmes peu ou moyennement qualifiés qui sont issus des communautés de Djibouti-Ville, d'Arta, de Tadjoura et d'Ali Sebi. Écoutez justement la secrétaire d'État aux affaires sociales. Ce deuxième cycle de remise des fonds de démarrage pour le projet Propéja, ce programme qui est financé avec l'appui de la Banque mondiale et les fonds japonais, sont destinés à renforcer et à lutter contre le chômage des jeunes dans les régions de l'intérieur, mais également dans la capitale. C'est un projet qui touche spécifiquement les jeunes et les femmes dans la création d'emplois, profiter des opportunités, mais également dans le renforcement de l'artisanat. Et il y a également ce volet d'artisanat, surtout dans le renforcement des capacités et l'appui à la vente. Alors, à Tadjoura, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase. La première phase n'était pas très nombreuse, mais cette fois-ci, on est quand même à 29 projets et 87 bénéficiaires sur les 3 localités, 2 localités, Randa et Adelou et Tadjouraville. Donc il est important aujourd'hui de féliciter grandement les lauréats parce que les jeunes ont été très motivés, suivi le parcours pendant 4 mois, les formations, présenté leur plan d'affaires, et ceux qui sont aujourd'hui présents dans cette salle sont les jeunes où les projets ont été porteurs. Dans le reste de l'actualité, une importante cérémonie de clôture de formation s'est tenue dans l'après-midi d'hier au centre d'instruction de la gendarmerie au PK23. L'invité de marque de cette cérémonie était le général de division Gino Michael de l'armée des carabinieri italiens en présence du colonel Mauro Isidori, commandant de cette 8e mission Miadite. Eh bien, cette cérémonie marquait la fin d'une série de formations conduites dans le cadre du Miadite 8 par des instructeurs des carabinieri italiens depuis le début du mois de novembre 2017 au profit de près de 300 gendarmes issus de différentes unités de la gendarmerie nationale. Ces instructeurs de l'institution sœur qui est l'arme donc des carabinieri italiens ont partagé avec nos gendarmes avec un excellent état d'esprit leurs connaissances dans 4 domaines de formation, et c'est la 6e session de formation de cette ampleur menée par les experts des carabinieri italiens au profit des personnels de la gendarmerie nationale. Des liens traditionnels solides unissent les 2 institutions sœurs que sont la gendarmerie nationale et l'armée italienne. Et ces actions de formation s'inscrivent dans le cadre d'une vaste coopération entre les 2 forces, missions et attributions similaires. En effet, sur le plan stratégique, les hauts commandements de la gendarmerie nationale a signé avec le commandement général des armées de l'arme des Carabins un accord de partenariat qui constitue une base essentielle pour les échanges entre les 2 institutions. Et à l'issue des remises des certificats, la cérémonie a été clôturée par des démonstrations des acquis par un escadron de la gendarmerie mobile, et une visite des infrastructures du camp Chermessa a été faite au général Gino Michael par son hôte, le colonel Zakaria Hassan Aden.
à vos ordres, mon colonel! Fire! À l'occasion du 41e anniversaire de la Fondation, je soutête avec sincère affection et profonde estime tous les succès mérités aux collègues et amis de la gendarmerie djiboutienne. Et suivons à présent le mot du colonel Zakaria Hassanadan. Le programme d'instruction Miadit s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide entre l'arme des carabinieri et la gendarmerie djiboutienne. L'offre de formation de nos frères d'armes de la carabinerie était diversifiée et de nouvelles thématiques ont été enseignées cette année, telles que la protection du patrimoine culturel et la lutte contre la criminalité organisée. Le haut commandement de la gendarmerie, dont j'assume la responsabilité au premier plan, est particulièrement reconnaissant envers les instructeurs carabiniers qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont fait preuve de professionnalisme, d'une disponibilité permanente et d'une grande générosité dans le partage de leurs connaissances. Durant cette période de formation, je n'en doute pas qu'il y a un fraternel entre les stagiaires et leurs formateurs de la carabinerie italienne ont pu être établis. Je voudrais à cet effet, bien sûr, mon général, remercier le haut commandement des carabiniers dont vous représentez aujourd'hui, de tout le bien qu'on pense de cette relation entre notre gendarmerie et les carabiniers. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais il leur appartient de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant ces formations. Et cela, bien sûr, pour mieux servir votre chère patrie. Pour clore l'actualité nationale, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a abrité la cérémonie de clôture du premier exercice conjoint entre la garde-côte et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de la Chine. L'unité spéciale commando antiterroriste et de lutte contre la piraterie maritime de la garde-côte et l'armée populaire de libération de la Chine ont conjointement participé à cet exercice qui a duré 7 jours. Objectif, approfondir les capacités de coopération et de coordination entre les deux entités afin de renforcer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien, mais aussi celui du détroit de Bab el-Mandab et du golfe d'Aden. Le commissaire politique de la Chine a assisté au déroulement de fin du premier exercice qui regroupe les forces des deux pays et a souligné que c'était le premier pas pour une coopération énergique et à l'avenir. La coopération s'est close donc par la remise des certificats au personnel qui en prépare à cet exercice. Et le colonel Waïs Omar Abbokhoré, commandant de la garde-côte, a pour sa part rappelé les liens de coopération historique qui lient la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Cet exercice est un nouveau témoignage du partenariat stratégique qui lie les deux pays, a-t-il dit. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Nos intérêts convergent quand, en renforcement de la protection du domaine maritime de la région en général, inclut le détroit très important de Bab el-Mandab et le golfe d'Aden et des domaines maritimes djiboutiens en particulier. Je saisis aussi cette occasion pour féliciter pour la qualité et l'organisation de cet exercice tous les officiers et personnels des deux côtés qui ont tous
mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cet exercice dans des conditions optimales. Et afin de terminer mon propos, je tiens à remercier la présence du commissaire politique de la République de Chine avec nous ici dans notre base et le commandant de la base logistique de soutien de l'armée populaire à la libération de la Chine qui a soutenu cet exercice de près et de loin, qui a à son disponibilité et de son abnégation professionnelle qui a fait possible pour monter et réaliser ce projet d'exercice ensemble. Je suis sûr que les participants à cet exercice ont profité mutuellement des connaissances et de l'expérience professionnelle de chacun et que cet exercice aura un impact positif dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Je déclare de ce fait clos le premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de Chine à Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Aoulet. Bonsoir. Bonsoir, donc Asma. Donald Trump a fait part de son immense respect pour la première ministre britannique. Effectivement, donc Asma Boubacar, le président américain Donald Trump, donc il n'a pas tari d'éloges jeudi à Davos sur son excellente relation avec la première ministre britannique Theresa May, cherchant visiblement à tourner la page de plusieurs mois de tensions. La chef du gouvernement britannique a renchéri dans la démonstration d'amitié. C'était un grand plaisir de vous voir, a-t-elle déclaré. Nous avons eu une excellente discussion. La relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis reste excellente, donc a-t-elle conclu son intervention. Le contraste ne pourrait être plus grand avec les virulentes attaques du président américain Donald Trump contre Theresa May l'an dernier via Twitter. Donald Trump donc a par ailleurs compliqué encore davantage une relation spéciale déjà donc bien cabossée en refusant tout récemment de venir inaugurer la nouvelle ambassade américaine à Londres. Et à l'étranger, toujours Hussein, le président américain, s'agissant du processus de paix, le président américain qui conditionne l'octroi de l'aide financière aux Palestiniens à leur tour à la table des négociations avec Israël. Justement, donc Asma Boubacar, le président américain Donald Trump donc menace de suspendre donc l'aide aux Palestiniens s'il ne revient pas à la table des négociations avec Israël. Une menace est brandie ce jeudi par le président américain au Forum économique mondial de Davos, où il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une réponse au camouflet infligé donc au vice-président américain Mike Pence par les dirigeants palestiniens. Mike Pence donc a effectué une tournée la semaine dernière en Israël, en Égypte et en Jordanie. L'insistance du président américain à dire que Jérusalem n'est pas sur la table des négociations signifie Asma que la paix n'y est pas non plus, donc c'est qu'a déclaré les négociateurs en chef palestinien. Donald Trump donc a déclaré ce jeudi à Davos vouloir $1 fort, une annonce qui a fait aussitôt grimper donc les billets verts. Des rassemblements ont eu lieu donc dans plusieurs villes de Suisse ces derniers jours pour protester donc contre la venue du président américain Donald Trump donc au Forum économique mondial qui se déroule en Suisse. Merci Hussein Ahmed pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin de ce journal.